Bonjour, c'est Angéline, ou Reine Alice, c'est mon nom d'auteur. Reine, c'est pour mon deuxième prénom, si, et Alice, c'est le prénom de ma grand-mère. Tu es dans un espace où on peut se poser, où on discute création, écriture, et où on explore ce qu'il se passe derrière les mots. Imagine que tu partages un café avec une amie, et ensemble, on part dans des réflexions, des découvertes et des astuces sur la création. Dans ce podcast, pas de pression, juste du chill, et beaucoup de créativité. Si comme moi, tu as déjà recommencé un projet plus d'une fois, tu es au bon endroit. Parce que des recommencements, il y en aura toujours, et chaque fois, c'est une nouvelle opportunité d'explorer qui on est et où on veut aller. Alors installe-toi ici confortablement, et plongeons ensemble dans cet épisode de Fictio Coffea. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre une nouvelle fois la DeLorean avec toi, pour visiter 2018. Alors malheureusement, nous n'avons pas encore de voiture volante, et heureusement, nos pantalons sont portés à l'endroit. C'est cette année-là que nous vient l'idée à mon meilleur ami Maxime et moi de monter notre propre maison d'édition, et nous décidons de l'appeler Fictum. Et comme nous sommes des fans de fantastique et de science-fiction, c'est naturellement que nous décidons de publier de la SSFF, donc du fantastique, fantasy et science-fiction, sous la forme de romans, mais aussi de bande dessinée. Si tu te souviens, 2018, c'est l'époque où les éditions Lumen commencent à percer. Et elles se font remarquer, en tout cas moi je les ai remarquées comme ça, avec leurs bandes d'annonces qui sont vraiment bien foutues, comme si c'était réellement la bande d'annonce d'un film. Et certaines maisons d'édition, encore aujourd'hui, devraient en prendre exemple sur ça. Enfin bref, c'est cette maison d'édition, donc les éditions Lumen, qui nous ont inspirés. Durant 2018, on commence tous les deux à voir quel sera l'univers de Fictum. On imaginait quelque chose d'assez spatial. On se disait, vas-y, on prend l'image d'une fusée pour montrer qu'on est sur le point de décoller. Et en 2019, avec ce qu'on a déjà préparé, on va voir des couveuses d'entreprises, surtout deux, pour voir laquelle est prête à nous suivre. Une des deux a décidé de nous pousser, et peut-être même trop vite. En moins de 3 mois, ils nous ont fait bosser sur le plan d'action, sur notre vision sur 5 et 10 ans, et nous ont poussé également à trouver des auteurs à publier dès le mois de janvier. Pour te donner une idée, ils nous ont acceptés en septembre 2019. Donc trouver des auteurs à publier dès janvier 2020, c'est très ambitieux. Mais janvier 2020, tu vois un peu la douille ? Alerte coronavirus. Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Bref, nous, on était jeunes, inexpérimentés. Autant lui que pour moi, on cherchait depuis trop longtemps à trouver un emploi, on trouvait des stages, on nous prenait à l'essai, mais jamais on nous gardait. Le marché de l'emploi, en tout cas en Belgique, à ce moment-là, était vraiment, vraiment compliqué. Surtout quand tu veux rester dans la création, le graphisme. Bref, on était jeunes et inexpérimentés, et dans mon cas, j'étais surtout très flippée de ce qui pouvait arriver. Autant le succès que le flop. Donc on a quand même suivi le conseil. Après tout, c'est une cause d'entreprise, ils savent ce qu'ils font. Donc on a ouvert une page Facebook, on a fait un appel à texte qu'on a laissé ouvert pendant une période d'1 mois. Évidemment, comme c'était sur Facebook, on a eu droit à des Jean-Michel Prudence qui ont crié à l'arnaque et beaucoup de grammatica nazie. Moi et ma dyslexie, on a bien pleuré. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? En 1 mois d'appel à texte, on a reçu 72 propositions de manuscrits. Pour mes amis français, 72, c'est égal à 72. Donc 72 manuscrits et 2 BD, dont une qui avait vraiment été un coup de cœur pour lui comme pour moi. Et aujourd'hui encore, j'y repense, et je suis triste de ne pas l'avoir sur les étals des librairies. Et dans le tas des manuscrits, un seul était prêt à la publication. Si tu as écouté mon podcast Les Carnets d'Alchimiste, j'en ai également parlé durant un épisode. Donc un seul était prêt à la publication, il était bien travaillé, cohérent, du début à la fin, bien écrit, c'était vraiment une pépite. D'ailleurs, il est publié aujourd'hui. Si ça t'intéresse, je te partagerai les références dans ma prochaine newsletter. Et sur les 71 autres manuscrits, il y en avait 5 qui pouvaient être publiés, mais après un gros retravail dessus. Au moins
une nouvelle relecture. Ça se sentait qu'ils avaient déjà été réécrits au moins une fois, mais ça avait vraiment besoin, pour que la cohérence et le rythme suivent, il fallait encore retravailler dessus. Et si jamais ces auteurs reconnaissent ma voix, s'ils me reconnaissent, s'ils reconnaissent aussi le nom de cette maison d'édition, je vous fais un coucou. J'espère que le chemin pour vous depuis s'est bien passé et que vous n'avez pas lâché. Si vous avez reçu une réponse positive de notre part, croyez en vous. Vos romans sont vraiment très bons. Ils ont un truc, il faut pas lâcher. Et dans ces 5 auteurs, il y en a une avec qui je suis encore en contact et avec qui j'aime beaucoup discuter, c'est Alicia Alvarez. D'ailleurs, c'est possible qu'elle fasse une apparition dans les prochains épisodes de Fictio Coffea. Alicia, si tu m'entends, je te fais un clin d'œil. Je repasserai bientôt dans tes DM pour en parler. Et d'ailleurs, c'est avec cet appel à texte que je me suis rendu compte du nombre impressionnant de manuscrits non relus et non réécrits qui sont envoyés aux maisons d'édition. C'est de là qu'est venue l'idée, bien plus tard, de faire mon service scénarii, donc ma lecture professionnelle, à destination des auteurs qui souhaitent envoyer leurs manuscrits en maison d'édition. Parce que, voilà, je l'ai remarqué, et en discutant avec d'autres éditeurs dans le milieu, des auteurs indépendants, j'entends, oui, toutes les maisons d'édition reçoivent 80% du temps des manuscrits premier jet, qui n'ont jamais été relus, ni corrigés, ni réécrits derrière. Si tu es auteur et que tu m'écoutes, s'il te plaît, avant d'envoyer ton manuscrit à une maison d'édition, s'il te plaît, relis-le, prends le temps. T'as certainement passé énormément de temps dessus. Je suis prête à te croire. Si tu m'as écouté dans le premier épisode, tu le sais, ça fait longtemps que je traîne des projets de manuscrits derrière moi. Et j'ai vu ce que ça donne dans les soumissions de manuscrits. Malgré tout le temps que tu as passé dessus à l'écrire pour arriver jusqu'au point final, s'il te plaît, relis-toi, prends une pause. Tu as le temps. Fais relire aussi auprès de tes proches. Trouve des bêta-lecteurs sur Insta, tu vas en trouver très facilement. Le tout, c'est de trouver des personnes dignes de confiance. Mais relis, fais-le relire, reçois des retours, pour qu'ensuite tu puisses faire une réécriture correcte. Que ton manuscrit puisse être soulagé des incohérences qui peut encore rester. Alicia l'a dit encore dernièrement sur la chasse aux cristaux. Il y avait encore des incohérences qui traînent et qu'elle-même n'arrivait même plus à expliquer. Donc s'il te plaît, prends le temps de relire avant d'envoyer ton manuscrit. Il n'y a pas de... On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Non. Ce genre de manuscrit ne passe pas l'épreuve du comité de lecture. Point. Il n'y a pas à tortiller du cul. Au mieux, tu recevras une lettre de refus du style « Votre manuscrit ne correspond pas à nos attentes » ou un silence radio total. D'ailleurs, en passant, Silence radio d'Alice Oseman, c'est un super bon livre, il aura droit à sa review dans un prochain épisode. Mais revenons à ton manuscrit. Si par contre tu reçois une réponse enthousiaste et que la personne ne prend même pas la peine de te donner des détails concrets sur ce qui lui a plu dans ton manuscrit, là par contre tu te poses des questions. Même, attention, red flag, c'est fort possible que ce soit une maison à compte d'auteur, donc s'il te plaît, fais bien gaffe, reste ouvert. Ton manuscrit, il mérite bien mieux comme égard que ce qu'une maison à compte d'auteur lui accordera. Et c'est quasiment rien. Bon, revenons fin d'année 2019, quand on a sélectionné nos 5 auteurs. Alicia en faisait partie. Mais de son côté, elle nous a répondu qu'elle avait déjà accepté la proposition d'une autre maison d'édition. Et si tu veux connaître la suite de son aventure, tu peux la connaître en allant sur son Insta. Elle a partagé son retour d'expérience. Donc, on se retrouve avec 4 auteurs au final. Trop bien. On les prévient qu'avant de signer les contrats d'édition avec eux, Maxime et moi, on veut être sûrs d'être suivis par notre couveuse d'entreprise. Et on a bien fait. Parce qu'en décembre 2019, vraiment très peu de temps avant Noël, notre dossier de candidat part donc sur les bureaux du jury. Ce sont des personnes qui sont chargées donc d'analyser les dossiers pour voir si oui ou non ils vont investir dans
dans la prochaine année sur ces dossiers-là. Et je te le donne dans le mille, on n'a pas été pris. Je me souviens très bien de ce jour, j'ai été frustrée, déçue et en colère. En colère qu'on ne croit pas en nous et qu'on ne veut pas nous donner une chance. Et encore plus à l'idée de dire à ces auteurs qui nous avaient confié leurs manuscrits, et à qui on avait fait croire qu'ils allaient enfin être édités, que finalement, non. À l'époque, j'étais très centrée sur mon propre sentiment d'injustice. Après tout, avec Max, on avait bossé sur Fictum pendant plus d'un an et demi, et aux portes de démarrer, on nous dit non merci, au revoir, sans plus d'explications. Aujourd'hui, je me mets à la place de ces auteurs, et ouais, la frustration et le sentiment d'injustice, ils ont dû être très forts également pour eux, plus peut-être bien même le sentiment d'être bafoué. Si c'est le cas et que vous m'écoutez, je vous demande pardon. Pour nous, ça a été également difficile à gérer. Tu suis la chronologie, 2020 est arrivé, et son lot de joyeuseté avec. Donc, comme tu l'as entendu dans l'épisode 0, durant l'année 2020, moi je me sépare du père de mes enfants, et durant cette année, je me questionne sur, et la suite ? Qu'est-ce qu'on fait ? À cette époque-là, également, je vois beaucoup de jeunes maisons d'édition qui ouvrent leurs portes, et ça me frustre encore plus en ce moment-là, parce que je me dis, on aurait pu faire partie du même groupe, du même lot de jeunes lancés qui donnent leur chance à d'autres auteurs. Et c'était trop bien de voir cet engouement, mais en même temps, quelques mois plus tard, vraiment pas beaucoup de temps après, ces mêmes maisons d'édition vivent les mêmes problèmes que les grosses maisons d'édition, la pénurie de papier. Et comme comme les maisons d'édition misent beaucoup sur les bénéfices justement de la vente des livres papier, soyons honnêtes et laissons l'ego de côté, avec Fictum, on n'aurait pas su gérer ce problème. En tout cas, pas en début d'activité, et d'ailleurs, ça se voit sur les maisons d'édition qui ont ouvert en 2020, combien sont encore debout. Très peu, voire plus du tout. Plus aucune. Beaucoup ne sont plus en activité aujourd'hui, et ce ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, par exemple, la maison d'édition Les Moutons Électriques, qui sont quand même dans le game depuis 10 ans, ont du mal avec leur trésorerie. Il y a peu de temps, ils ont appelé à la générosité de leurs lecteurs et lectrices pour participer à une collecte d'argent, pour les aider justement à sortir la patte de l'eau. Et cette collecte a permis, aujourd'hui, de payer des impressions en retard et des droits d'auteur qui n'avaient pas été versés. Mais est-ce que ce sera suffisant pour les aider à continuer ? J'avoue, je ne sais pas. Par exemple, ActuSF, une autre maison d'édition qui est née quand même en 2003, a été mise en liquidation judiciaire l'année dernière. C'est pour dire à quel point le Covid a mis un coup dans le monde de l'édition, et en plus de ça, la politique francophone, en tout cas, n'aide pas du tout les petites maisons d'édition et les maisons d'édition indépendantes dans leur évolution. Et c'est bien dommage, et je trouve ça révoltant. Donc après 2020, si tu as écouté l'épisode 0, tu sais où ce que j'en suis. Et aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, est-ce que j'ai envie de retenter l'expérience ? Non. En tout cas, pas de cette manière du moins. C'est encore une idée. C'est vraiment encore qu'une idée aujourd'hui, et j'ai envie de l'envoyer dans l'univers pour qu'elle germe et qu'elle prenne forme plus tard. Mais ce que j'ai envie de faire dans l'édition aujourd'hui, c'est me tourner vers l'aide aux auteurs auto-édités. L'édition traditionnelle n'est plus la seule option, et les grandes maisons d'édition ont largement de matière première et des auteurs à succès, et ils se feront un plaisir de les republier parce que leur nom est déjà connu. Donc c'est un risque financier quasiment inexistant. Mais aujourd'hui, en 2024, on a beaucoup plus de moyens maintenant de faire connaître nos œuvres, bien plus qu'il y a 13 ans. Le premier livre auto-édité que j'ai lu n'est vraiment pas de la même qualité que ceux qui sortent aujourd'hui. Je pense par exemple à la saga de Michael Bieli, Mardas, Alicia Alvarez et sa saga La Chasse au Cristaux. Après sa désastreuse aventure en maison d'édition, elle est occupée de récupérer du coup son œuvre, de lui rendre l'âme qu'elle voulait lui donner au départ, et c'est génial.
Et Sogusto, par exemple, et sa saga de Dark Romance Laori, elle aussi, elle y arrive très bien, son maison d'édition. Yatou qui produit et publie sa bande dessinée Erika, et Les Princes en détresse, elle aussi, elle y arrive. Mélodie Angevin et ses sagas qu'il faut absolument que je lise, également. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de noms talentueux et beaucoup d'histoires qui ne demandent qu'à être lues et rencontrer sa fanbase. Et il y en a également qui sont occupés de dormir en ce moment, parce que des auteurs comme moi ont trop peur de ne pas y arriver, et d'arriver jusqu'au point final, et qui ont besoin d'aide. Bref, il y a beaucoup de noms talentueux et beaucoup d'histoires qui ne demandent qu'à être lues et rencontrer leur fanbase. Il y en a certains qui ont déjà rencontré leur fanbase, et c'est super génial, et qui doivent faire perdurer cette relation, et je les admire tellement, ceux qui y arrivent. Vraiment, si vous en faites partie, si vous m'écoutez, je vous trouve génial. Tout ça pour dire que si je devais reprendre un projet dans l'édition, ce serait déjà bien plus tard, et je vois ça plus comme un service d'aide ou de consultation à l'auto-édition. Je sais pas encore quelle forme ça pourrait prendre. En tout cas, c'est pas maintenant, c'est pas pour maintenant, je veux pas aller trop vite. Mais c'est déjà épinglé dans un coin de ma tête. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ça verra le jour. Comme ce podcast. Voilà. On a fini notre voyage dans le temps, on peut revenir en 2024, et si tu viens de mon futur, bah waouh, c'est un sacré saut, c'est un sacré voyage que t'as fait. Alors c'était comment ? Il est comment le futur ? Est-ce que mon idée elle a pris forme ? Dis-le moi dans les commentaires, j'ai vu que sur Spotify on peut le faire maintenant. Alors qu'importe l'époque où tu m'écoutes, merci de m'avoir écouté. J'espère que l'ambiance du podcast te plaît. Moi elle me plaît beaucoup. Maintenant que je t'ai partagé ma backstory, on va pouvoir rester dans le présent. La semaine prochaine, je ferai la review du premier bouquin. En attendant, pour aider justement Fictio Coffea à vivre et à se faire connaître, je t'invite à le partager à un ou une amie à qui ça pourrait plaire. À le noter également sur ta plateforme d'écoute. Ça aide justement à la diffusion. Sur YouTube, tu peux aussi le retrouver. Fais-toi plaisir et merci pour l'écoute. Et à la semaine prochaine.